Alors aujourd'hui, je vais aborder le problème de l'avenir de la zone euro, qui est un problème d'actualité, puisque l'année 2010 a été une année particulièrement chahutée en la matière. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ces cas-là, quand on annonce des difficultés pour une zone monétaire, quand on annonce jusque, y compris à sa mort prochaine, on s'attend à ce que le taux de change décroche. Or, si le taux de change a été un peu chahuté en 2010, on est de nouveau sur une pente qui est une pente d'ascension de l'euro, ce qui signifie que la défiance qui a été organisée autour du concept et de l'avenir de l'euro est une défiance qui n'est pas partagée en réalité par les marchés. Et donc je crois que quand on analyse la réalité de ce qu'est l'euro, il y a 3 erreurs à ne pas commettre et il y a symétriquement 3 solutions et 3 mesures à prendre. Et puis j'en arriverai à la conclusion de, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer pour cette zone euro, qui est une zone qui n'est pas menacée en tant que telle et dans laquelle les vrais enjeux sont des enjeux de ce qu'on appelle la guerre monétaire. Alors les 3 erreurs à ne pas commettre qui ont été commises, je pense, dans l'analyse qui a été faite de la situation de l'euro, c'est la première, de confondre la situation d'une zone géographique, d'un pays, d'un territoire productif avec la quantité et les entités publiques qui sont sur ce territoire. Grosso modo, en permanence dans les débats, on a eu une confusion entre la dette publique, la dette de l'État, la façon de gérer les États et l'avenir de la monnaie, c'est-à-dire la dette extérieure, c'est-à-dire le déficit de balance des paiements courants, c'est-à-dire la situation d'échange et de compétitivité du pays. Concrètement, la première conséquence de cette erreur, ça a été de faire appel au FMI, alors qu'à la même époque, l'année dernière, Jean-Claude Trichet le disait, c'est un problème de dette publique, de financement de l'économie qui se pose devant nous. C'est donc un problème qui doit être réglé par le prêteur en dernier ressort, et le prêteur en dernier ressort dans un pays, c'est la Banque centrale. Donc, en confondant la situation de l'euro, de l'endettement des États et la situation objective de l'économie de la zone, on a introduit un agent économique, le FMI, qui n'est pas fait pour résoudre des problèmes de dette publique. Deuxième conséquence, c'est qu'on a voulu déclarer que la bonne solution pour un certain nombre de pays qui étaient en difficulté, je pense à la Grèce, c'était la sortie de la zone euro pour pouvoir dévaluer. Or, c'est assez intéressant, c'est que simultanément, on nous disait le problème de la Grèce, c'est que les impôts rentrent mal. Le problème de la Grèce, grosso modo, c'est que la population grecque est malhonnête, entre guillemets. Et on nous disait la bonne solution, c'est de les sortir de la zone pour qu'ils puissent dévaluer. Jusqu'à preuve du contraire, le fait de dévaluer une monnaie ne rend pas une population honnête. Autrement, ça se saurait. Donc je pense que les outils qui ont été mis en avant reposent sur cette première erreur fondamentale qui était sur l'analyse de la crise, qui était de considérer que la situation économique de la zone était mauvaise parce que la situation d'un certain nombre d'entités publiques était mauvaise. Grosso modo, pour conclure là-dessus, on n'arrête pas de nous dire que la Californie est au bord de la faillite. Or, jusqu'à preuve du contraire, jamais personne n'a envisagé un éclatement des États-Unis sur le plan monétaire, et 2, la création d'un dollar du Nord et d'un dollar du Sud. D'ailleurs, historiquement, la dernière fois qu'il y a des gens qui l'ont envisagé, ça a été un drame. Donc, pour revenir sérieusement au problème de la zone euro, première erreur, ça a été de croire que le problème était un problème d'économie réelle, alors que c'est un problème d'entité publique. Alors, deuxième erreur par rapport à ça, est-ce que la solution aurait été et peut être envisagée de faire défaut à des pays de la zone, et notamment la Grèce, l'Irlande ou l'Espagne, les fameux PIGS, qui sont montrés du doigt? Réponse non. Et là, pour 2 raisons. La première, c'est que toute la construction intellectuelle qui a été mise en place au XIXe siècle sur l'organisation économique et monétaire d'un pays, c'est de faire en sorte justement que les États ne fassent jamais défaut, ne fassent banqueroute. Ce qu'on appelle désormais dans un barbarisme, dans un jargon d'économiste, un défaut souverain. En français, ça s'appelle banqueroute. Et tout a été fait en sorte pour que les États ne fassent pas banqueroute, avec même cette idée que la dette publique est l'outil du prêteur en dernier ressort, parce que la dette publique sera toujours honorée. Donc l'idée qu'un État puisse faire défaut est une idée qui est une idée, à mon avis, absurde. Donc l'État ne peut pas faire défaut, il a sa banque centrale pour ça, et le véritable enjeu pour la zone était d'affirmer clairement que la banque centrale allait jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Ça a été acquis le 9 mai de l'année dernière, le 9 mai 2010. La vraie question maintenant, c'est de savoir pourquoi on continue à expliquer qu'il peut y avoir un problème de défaut souverain. Alors on nous dit sur ce défaut, deuxième considération, mais cette banqueroute, en fait, elle viendrait solder un certain nombre d'opérations du passé, elle permettrait, après tout, à la population de respirer un peu. Est-ce que, grosso modo, le fait de faire de la rigueur n'est pas une façon de faire défaut? Grosso modo, on fait payer quelqu'un, si on fait défaut,
c'est les banquiers qui paient. Si on augmente la TVA, c'est la population qui paie. Si on baisse les salaires des fonctionnaires, c'est la fonction publique qui paie. Si on réduit les droits des retraités, c'est les populations âgées du pays qui paient. Donc la question est de savoir, est-ce que, en refusant de faire défaut, on ne fait pas malgré tout d'une certaine façon défaut, mais sur une autre partie de la population? Ma réponse est simple, cette population qui va subir la rigueur, elle a voté. En Grèce, c'est elle qui avait mis au pouvoir M. Karamanlis. Et en Grèce, c'est aussi elle qui a mis au pouvoir M. Papandréou et qui a revoté pour M. Papandréou sur la base d'un programme qui est un programme d'austérité. Donc, deuxième élément, deuxième erreur, envisager que les États puissent faire défaut est une aberration à mon avis, parce que le système n'a pas été conçu pour ça, parce qu'il y a un prêteur en dernier ressort pour faire face à ce genre de problème, et parce que la démocratie, à mon avis, consubstantiellement, repose sur l'absence de banqueroute. Il y a, en 1790, puisque c'est un peu mon dada de parler d'histoire économique, Mirabeau avait fait un discours assez célèbre qui s'appelait la hideuse banqueroute, où il expliquait que c'était l'Ancien Régime, que c'était les dictatures, que c'était les despotes éclairés qui faisaient banqueroute, mais qu'un pays où la nation était au pouvoir ne pouvait pas faire banqueroute sur elle-même. Elle ne pouvait pas spolier l'épargne qu'elle avait confiée à l'État. Et donc je crois qu'il y a là aussi un problème de perception de ce qu'est la démocratie. Enfin, la troisième erreur, c'est de croire que l'inflation va résoudre nos problèmes. Donc l'inflation, c'est comme la dévaluation, c'est de ces outils qu'on met en avant, et pour les économistes, c'est confortable, c'est-à-dire on a la solution. La dévaluation, mais c'est impraticable parce que ce serait la mort de la zone euro. L'inflation, c'est impraticable parce qu'on a tout fait pour ne pas avoir d'inflation. Dommage, on avait la solution, vous n'en voulez pas. Or, je maintiens que ce n'est pas la solution. Et ce n'est pas la solution, pourquoi? Parce que, d'abord, on est dans des systèmes, notamment en Europe, où beaucoup de revenus sont indexés. Donc, dès qu'on augmente les prix, ces revenus augmentent eux-mêmes. Et quels sont les revenus qui sont indexés? Ce sont bien souvent les revenus qui dépendent d'entités publiques. Grosso modo, en France, les retraites sont indexées sur les prix. Si vous avez de l'inflation, la sécurité sociale est encore plus en déficit puisqu'elle a des recettes qui sont assises sur des salaires qui évoluent peu et des dépenses qui sont assises sur ces retraites indexées qui, avec l'inflation, augmentent très vite. Deuxième raison pour laquelle l'inflation n'est pas une solution, c'est que l'inflation est une solution si ça fait baisser les taux d'intérêt sur la dette. Or, justement, la plupart des trésors publics européens se sont endettés avec des outils qui sont indexés sur l'inflation. 10% de la dette française en obligations, en OAT, est sous forme d'OATI, d'obligations indexées sur l'inflation. Donc l'inflation n'est pas une solution. Donc à ce stade, si je veux résumer ce que je viens de dire, c'est qu'on a abordé le problème de l'euro en essayant de présenter la situation sur à la fois des bases fausses avec des fausses solutions. Base fausse, le problème de la zone euro, ce serait un problème économique général, alors que c'est un problème de quelques entités publiques qui sont en situation de surendettement. Base fausse, parce qu'on a voulu assimiler un certain nombre d'outils pour répondre à ce problème qui sont des outils de déficit extérieur, d'absence d'épargne, alors que là, ce dont on a besoin, ce sont des outils qui correspondent à un problème de dette publique. Conséquence de tout ça, les outils donc, qui ont été mis en place sont des outils qui sont impraticables, que ce soit la mort de la zone euro ou que ce soit l'inflation. Alors la bonne réponse, c'est quoi? Mais là, de nouveau, je dirais qu'il y a trois réponses et trois idées à avoir en tête. La première, c'est que je pense que la crise de la zone euro, et là je rejoins notamment ce que disait M. Zapatero il y a de cela un an à peu près, est une crise qui a été aussi organisée et orchestrée sur le plan politique. On voit bien, à mon avis, qu'aux États-Unis, il y a deux groupes qui sont historiquement d'ailleurs assez bien identifiables, puisqu'on les retrouvait déjà au moment du débat sur les tarifs McKinley, puisqu'on les retrouvait déjà au moment de la guerre de sécession, puisqu'on les retrouvait déjà au moment de la suppression de la Banque centrale qui avait été créée par Hamilton. Ces deux groupes, c'est un Nord qui est plutôt protectionniste, qui est un Nord qui, à l'heure actuelle, veut sauver l'industrie automobile américaine et qui a besoin d'un dollar faible. Et puis il y a un groupe financier, qui est un groupe qui est identifié maintenant à Wall Street, mais qui s'identifiait beaucoup à la bourgeoisie de Philadelphie au moment de l'indépendance. Et ce groupe-là, il a besoin d'un système financier fort et d'une absence de concurrents pour le dollar. Il suffit de se souvenir, on est 50 ans après la prise de pouvoir par Kennedy, et Paul Volcker, qui était jeune haut fonctionnaire à l'époque, avait déjà fait une note à l'administration Kennedy en leur disant « La seule véritable nécessité que nous avons dans notre politique économique, ce n'est pas d'équilibrer notre balance des paiements courants, c'est de faire en sorte que ce déséquilibre ne soit pas négatif sur l'évolution de notre politique économique. » C'est-à-dire de se débarrasser de toute concurrence dans la gestion de la monnaie mondiale. Donc le bilan, ça a été la mort de l'or en 1971
Et demain, ce sera, si les États-Unis ont la conviction que l'euro est un danger, la mort de l'euro. Donc, la crise de l'euro, pour moi, ça a été, grosso modo, à un moment donné, la prise de pouvoir dans l'intelligentsia et dans l'appareil dirigeant américain du groupe que j'appelle le groupe de Philadelphie. Or, maintenant, on est plutôt dans une situation qui est une situation de prise du pouvoir par les protectionnistes, c'est-à-dire les dévaluateurs. Donc, première conséquence et première considération, la chose qui va se passer maintenant, c'est plus une pression sur la vie même de l'euro, l'existence même de l'euro, ça va être une pression sur son taux de change. C'est-à-dire, ce qui monte en ce moment, c'est le won, ce qui monte en ce moment, c'est le réal brésilien, ce qui monte, c'est le yen japonais, et ce qui va monter demain, c'est l'euro. Donc, la zone euro n'est pas menacée en tant que telle. La zone euro va devoir affronter, premier élément de réponse, va devoir affronter une appréciation de son taux de change. Alors, si je reviens à mes 3 solutions, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça donc ? Pas de menace directe parce que je pense que l'attitude globale des Américains va changer. Pas de menace directe parce que les Américains ayant changé d'attitude, les Européens sont mieux à même de répondre à une crise qui est une crise de finances publiques. Et pas de menace directe parce qu'on voit bien que le dégât politique de la mort de l'euro serait colossal. Donc la réponse, je retrouve mes 3 points. Quels vont être les 3 éléments qu'il va falloir faire ? Premièrement, puisqu'il y a une crise objective de finances publiques, il faut réduire les déficits publics. Alors, là, réduire les déficits publics, ce n'est pas un problème de compétitivité, ce n'est pas un problème de vente à l'exportation, c'est un problème de croissance, c'est un problème d'efficacité de l'appareil public, c'est un problème de décalage entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Donc réduire le déficit public, c'est d'une part réduire les dépenses publiques, d'autre part augmenter les recettes publiques. Si je compare par exemple la France et l'Allemagne, la grande différence, à mon avis, ce n'est pas tellement la compétitivité en tant que telle. La compétitivité, elle traduit une différence fondamentale. Cette différence fondamentale, ce n'est pas que les salaires sont plus bas en Allemagne qu'en France. Toute personne qui a passé 48 heures en Allemagne voit bien qu'on vit aussi bien en Allemagne qu'en France, voire même mieux. La grande différence, c'est que si vous regardez la part des dépenses publiques entre la France et l'Allemagne, il y a 20% du PIB qui représente la part des dépenses publiques en Allemagne et 26% en France. Et qui plus est, sur ces 6% de différence, vous avez pratiquement l'essentiel, voire la totalité, financée par le déficit budgétaire. Donc la première chose qu'il faut faire en France, et la première chose qu'il faut faire d'une façon plus générale dans un certain nombre de pays européens, c'est de baisser les dépenses publiques et d'augmenter les recettes. Deuxième chose à faire, puisqu'on va être confronté à un euro qui va s'apprécier, il faut faire en sorte que les entreprises soient compétitives, cette fois-ci en termes de comparaison avec les États-Unis. Puisque ce qui va s'apprécier, c'est l'euro par rapport au dollar, la comparaison doit se faire avec le taux de change du dollar et le taux de change vis-à-vis des États-Unis. Donc il faut alléger systématiquement les charges des entreprises pour que les entreprises, par rapport aux entreprises américaines, retrouvent des capacités de dégager des marges. Donc, deuxième élément, il faut basculer la fiscalité vers les ménages et alléger la fiscalité des entreprises. Grosso modo, les 6 points de déficit qu'il y a en trop en France, 5 points de déficit qu'il y a de trop en France, les allègements de charges qui doivent être portés sur les entreprises, tout ça, ça représente entre 100 et 120 milliards d'euros. Donc, deuxième décision à prendre, il faut trouver 120 milliards d'euros de recettes sur les ménages en France. Ça représente 5 à 6 points de CSG. Est-ce que c'est scandaleux de baisser la consommation des ménages français ? La réponse est non, parce que les Français consomment trop. Alors on ne consomme jamais trop dans l'absolu, on consomme trop par rapport à sa situation d'équilibre entre l'épargne et la consommation. Un pays comme la France, qui a un déficit extérieur de 2% de son PIB, est un pays qui consomme trop. Donc en augmentant les prélèvements sur les ménages, dans mon modèle et dans mon exemple de 5 à 6 points de CSG, c'est brutal, mais ça c'est la classe politique de le gérer, on est dans une situation où à la fois on peut réduire le déficit public, à la fois on transfère de la fiscalité des entreprises qui ont besoin de moyens vers les ménages, et on résout ce problème de déséquilibre entre l'épargne et la consommation. Enfin, troisième élément et troisième nécessité, c'est qu'on nous annonce qu'un des gros problèmes de la zone euro, c'est l'absence d'homogénéité. On en revient à cette idée de compétitivité. On manque de compétitivité en France par rapport à l'Allemagne, on manque de compétitivité en Espagne par rapport à l'Allemagne. Et là aussi, il y a une réponse qui vient naturellement à l'esprit, c'est
On n'a qu'à augmenter les transferts publics, on n'a qu'à créer un budget fédéral européen. Réponse tout aussi absurde que la dévaluation et l'inflation, parce que ça ne se fera pas. En fait, l'homogénéité d'une zone économique, elle ne se fait pas par ses finances publiques. Elle se fait par les conditions de travail. Madame Merkel l'a dit récemment, s'il y a du chômage en Espagne, alors qu'il y a le plein emploi en Allemagne, la bonne solution, c'est le transfert de main-d'œuvre de l'Espagne en Allemagne. Il n'est pas aberrant que les Espagnols viennent travailler en Allemagne. De même qu'il n'est pas aberrant, quand on est dans une zone monétaire intégrée, que les gens du Sud aillent travailler au Nord, il n'est pas aberrant que les Espagnols aillent travailler en Allemagne. La bonne solution, c'est pas de vouloir faire un budget européen, c'est pas du fédéralisme monétaire et budgétaire, pas du fédéralisme budgétaire essentiellement, c'est de généraliser la logique de la circulaire Bolkestein. Nos hommes politiques ont démissionné et n'ont pas été dans la logique de la cohérence de la démarche de la zone euro lorsqu'ils ont accepté le point de vue protectionniste de la circulaire, des anti-circulaires Bolkestein, des ennemis de cette circulaire qui consistait à essayer de bloquer les populations sur un territoire national donné. La logique de la construction européenne, la logique de la zone monétaire, c'est de faire en sorte que ce qui circule à la surface de la zone, c'est de la main-d'œuvre et du capital. L'idée qu'on résout les problèmes en faisant circuler des crédits publics est une idée à mon avis fausse, et la bonne idée, c'est de faire circuler des hommes, des entreprises et des projets. Si je résume donc mon point de vue, je pense que la zone euro n'est pas menacée. Et elle n'est pas menacée parce qu'une partie des menaces qui pesaient sur elle en 2010, c'était des menaces de type politique, issues de l'organisation intellectuelle du pouvoir américain. 2, elle est menacée en revanche en tant que, non pas institution, et elle est menacée par des erreurs de politique économique menées par les gens qui la gèrent. Dans ces erreurs de politique économique, j'ai bien identifié le fait que soit on se réfère à des outils qui ne sont pas d'actualité, comme la dévaluation ou l'inflation, soit on imagine un projet de constitution intellectuelle d'une entité politique européenne, supranationale, gérant des finances publiques, et c'est le fédéralisme budgétaire. Là, c'est une vraie menace parce que ce sont des erreurs. En fait, elle va avancer, la zone euro, si elle va jusqu'au bout de sa propre logique, celle d'une zone monétaire dans laquelle les gens sont solidaires et dans laquelle, effectivement, on crée de la croissance. C'est-à-dire où la main-d'œuvre circule et où les entreprises ont de nouveau les capacités d'investir. Enfin, dernière remarque, cette pérennité, cette croissance ne peut venir que si les entreprises européennes se remettent à investir. Et donc, la véritable solution à tous les problèmes d'endettement public, de ralentissement de la croissance, d'homogénéisation de la zone, c'est la croissance. La bonne réponse pour la croissance, c'est l'investissement. Et le bon moyen de faire de l'investissement, c'est de donner aux entreprises des moyens financiers pour investir. Et donc, dernier élément, dans tous les pays de la zone, et singulièrement en France, il faut basculer la fiscalité des entreprises vers les ménages. C'est d'autant plus facile que ça a commencé dans un certain nombre de pays de la zone. Quand on augmente la TVA en Espagne, quand on augmente la TVA en Grèce, ça a comme conséquence de basculer la fiscalité des ménages, enfin des entreprises vers les ménages. Les payeurs, ce sont les ménages. Et donc en France, il faut le faire. Je pense que le meilleur outil, c'est plus la CSG que la TVA, mais il y a derrière ça une logique qui s'impose. Alors, mon dernier mot et ma conclusion derrière tout ça, c'est que quand on va devant des gens, quand on va devant des décideurs et qu'on leur dit, vous savez, la solution, c'est de faire 5 points de CSG supplémentaires et de baisser l'impôt sur les sociétés, vous courez au devant de drames. Non seulement de drames, mais d'émeutes, de révoltes. Je réponds que ça, c'est un problème, effectivement, et ça, c'est facile, c'est un problème politique. Alors, c'est d'autant plus facile que j'ai dit, c'est facile pour certains de dire il faut faire la dévaluation, et puis de dire, moi, je vous propose autre chose, cette autre chose est tout aussi impraticable que la dévaluation. Je prétends que cette autre chose est praticable. Et cette autre chose est praticable d'abord parce qu'on a l'exemple de ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne ou en Grande-Bretagne. M. Papandréou a regagné des élections après avoir mis en place son plan d'austérité. À tel point que si vous lisez la presse allemande, un certain nombre de journalistes allemands disent c'est pas possible qu'il ait regagné des élections. Donc en fait tout ça, il ment. Les Grecs continuent à mentir. Ils ont annoncé des choses qu'ils ne faisaient pas. En fait, ils ont bien augmenté les TVA, les taux de TVA comme ils l'ont fait. Quand on prend l'exemple de l'Espagne, à quoi s'est heurté M. Zapatero? Il s'est heurté non pas à la révolte des contribuables qui ont accepté les hausses de TVA, mais il s'est heurté à la révolte des gens en situation de statut lorsqu'il a voulu flexibiliser le marché du travail. Et donc, effectivement, là, il y a un problème qui est un problème de remise en cause pour la population d'un statut protecteur.
Donc la bonne réponse, c'est assez vite d'obtenir des résultats. Enfin, troisième exemple que je prends, c'est celui de la Grande-Bretagne. M. Cameron a fait ce que j'appelle un discours churchillien. Ça a réussi. Le seul moment où il s'est heurté à une opposition vigoureuse, c'est quand il a remis en cause l'accès à l'université, qu'il a augmenté les droits les droits d'entrée dans les universités. Et donc effectivement, ce qu'attend la population, je pense, et ça c'est praticable, c'est un discours churchillien, des pratiques qui soient des pratiques rigoureuses, mais qui ont des effets rapides, c'est-à-dire où on voit augmenter l'investissement. Et troisièmement, le maintien au sein de la population de la conviction que ceux qui agissent vraiment pour l'intérêt général et pas pour essayer de préserver l'état de fait, la situation d'un petit groupe qui est menacé plus ou moins par la crise, mais un petit groupe qui est lui-même totalement en train de s'abstraire du reste du destin de la population. Donc, pour conclure, il faut s'habituer à l'idée que le dollar va baisser puisque c'est la stratégie des Américains. 2, il va falloir augmenter de 5-6 points la CSG. Et 3, il faut que notre classe politique soit à la hauteur de ce défi.